Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce bouquin que j'ai lu qui s'appelle De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, l'absolutisme royal et ses opposants, qui a été écrit par Marion Sigaud. Alors, le bouquin est très intéressant. Par exemple, dans le premier chapitre, on apprend que le roi de France n'avait pas tous les droits. Lui seul pouvait légiférer, mais que il ne devait pas aussi rendre des comptes, que cela soit pour déclarer la guerre ou pour conclure la paix. Il fallait aussi se référer à la justice royale lorsqu'on avait par exemple des différends avec ses voisins. Et, et lorsqu'il y a eu notamment la création d'offices, cela lui permettait, notamment ce qu'on appelait un don du roi. Et à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait la noblesse de robe, et qui était donc la magistrature, et puis les robins, qui étaient donc les juges en question. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des querelles entre le pouvoir du roi et des robins, puisqu'ils voulaient, ces juges, se mêler de son pouvoir. Il y a eu après l'humanisme dans le chapitre 2, et donc il parlait en fait de Bartholoméo de Las Casas, qui en gros, c'était des gens, enfin notamment Bartholoméo de Las Casas, qui, notamment au XVIe siècle, lorsqu'il y a eu la colonisation du Nouveau Monde, il a expliqué en gros que notamment les gens qui venaient pour le Nouveau Monde faisaient preuve d'inhumanité. Et les humanistes ont été très critiques envers le pouvoir de l'argent et que travailler était important pour recevoir de l'argent, mais surtout pour satisfaire ses besoins vitaux. Dans ces humanistes, il y a notamment Thomas More et Erasme. Il voulut réformer l'Église, mais n'empêche pas la réformer de la manière comme les protestants ont voulu le faire. C'est pour ça qu'il y a eu un conflit entre la réforme et l'humanisme. Pour Erasme, par exemple, l'homme était libre et la nature était bonne en elle-même. Pour Luther, la nature, notamment de l'homme, était mauvaise et viciée. Et pour lui, on est condamné déjà depuis le début jusqu'à la fin. Nous sommes un peu comme des serfs. Et pour les protestants, étant donné qu'il y a beaucoup d'individualisme, chacun est libre de faire son propre salut. Notamment, il y a eu le Concile de Trente, qui, soi-disant, voilà, a voulu en fait notamment combattre le protestantisme. Et il y a notamment cette légende qui est complètement fausse de dire que c'est durant ce concile que l'Église aurait dit que les femmes auraient une âme, ce qui est totalement faux parce que les femmes ont été, ont toujours été considérées comme ayant une âme par l'Église. Ça a toujours été le cas. L'Église n'a jamais nié que les femmes avaient une âme. C'est de nouveau, je suppose, des mensonges des francs-maçons, des gens de la Renaissance qui ont de nouveau fait propager ces fausses rumeurs. L'Église n'a jamais dit ça. Euh, donc, notamment, il y avait un certain Molina qui disait que c'était grâce à la grâce divine que les êtres humains avaient la possibilité de faire le bien. Et notamment, il y avait l'enseignement, notamment à cette époque-là, au XVIIe siècle, euh, il y avait un tiers seulement, enfin seulement, c'est pas beaucoup, hein, qui venait de la noblesse dans l'enseignement. Par contre, par exemple, nous avons en Auvergne un quart des élèves qui venaient des milieux paysans. Donc c'est quand même pas rien non plus.
il y avait cette genre de promotion sociale déjà à l'époque de la petite bourgeoisie au fils de laboureur. Donc c'était accessible à tous. Bien avant l'école, notamment que Jules Ferry a voulu promouvoir, ça veut dire une école laïque et obligatoire et gratuite. Alors dans le chapitre 3, ils vont parler alors, parce que là on a parlé de l'humanisme, là maintenant on va parler de l'anti-humanisme. Alors il y a eu les guerres de religion, et dans ces guerres de religion, il y avait eu des forces qui voulaient rétablissement notamment du pouvoir des seigneurs, et il y en avait d'autres qui voulaient limiter le pouvoir des rois. Euh, pour les jésuites notamment, le pouvoir du roi est celui que le peuple lui confère, et donc dans cette idée, le droit que le peuple conférait au roi est appliqué aussi à ce qu'on appelait le droit de résistance à l'oppression et même le droit au régicide. C'est ce que les jésuites disaient. Euh, Puis il y a eu donc la création de ce mouvement anti-humaniste et il y a eu notamment Bérulle. Et en fait, c'est celui-ci qui a inventé le concept d'humanisme dévot. Et cet humanisme dévot expliquait que l'homme s'oublie et se perd. Dans cet anti-humanisme, il y avait les libertins qui parlaient de l'absence de contraintes. C'est ce qu'on a eu notamment avec mai 68. Il y avait un mépris du peuple et c'est ce qu'on a pu voir notamment plus tard avec tous les opposants à l'absolutisme royal. Il y a eu notamment la Compagnie du Saint-Sacrement qui étaient des personnes de condition laïque, une société, plutôt une assemblée assez secrète et cachée. Donc c'est quand même bizarre une assemblée si secrète et si cachée. Euh, et aussi d'un Dieu assez caché. Donc on se doute que c'est pas le Dieu des chrétiens. Euh, et ils se sont réunis sans l'approbation de l'Église. Et la Compagnie du Saint-Sacrement a fait une genre de tyrannie et ils firent la chasse aux hérétiques, notamment aux artistes. Euh, et aussi ils se sont opposés aux mendiants, notamment au désordre que pouvaient causer les mendiants, d'après ce qu'ils pensaient. Euh, et en fait, ils trouvaient que c'était très grave qu'ils demandent des secours, ces mendiants, sans avoir fait leur dévotion. Euh, et donc, les médecins qui s'occupaient de ces mendiants, euh, selon eux, ils ne pourraient pas recevoir de soins sans avoir fait leur confession. Puis il y a eu donc cette compagnie du Saint-Sacrement qui est devenue plus tard l'hôpital général. Et c'est à partir du 20 septembre 1660 qu'elle rentra dans la clandestinité et elle était mise en échec, cette compagnie du Saint-Sacrement. Alors le chapitre 4, là, on parle du jansénisme. Donc là, le jansénisme a eu lieu au XVIe siècle. Il y a eu cette histoire avec Richelieu, c'est cette période-là où il s'est allié aux princes, notamment protestants, et donc il avait en quelque sorte laïcisé la politique. Ils ont revisité ces gens-là, Saint-Augustin et sa pensée. Euh, il y avait d'un côté ceux qui considéraient comme les élus et les autres un peu comme les réprouvés. C'est-à-dire, je suppose que ce sont les condamnés. C'était une forme alors donc d'élitisme et c'était un mouvement antisocial. Et ce mouvement considérait que Dieu n'aimait pas les hommes.
Et il y a eu notamment dans un village des, un évêque qui, notamment, qui faisait partie de ces jansénistes, qui a interdit aux gens de jouir de la vie, qui faisait des pénitences publiques humiliantes. Et moi, ce jansénisme, ça me fait vraiment penser au protestantisme parce qu'il y a cette histoire d'élitisme de ceux qui sont bannis, de ceux qui sont les élus. Euh, mais Louis XIV combattit les jansénistes. Alors au chapitre 5, il y a la fameuse chasse aux sorcières. Entre le 16e et le 17e siècle notamment, et vite ces sorcelleries et ces hérésies, l'Église abandonna les poursuites et ce sont alors donc les juges qui se sont chargés de ça. Et c'est en pays protestant qu'il y a eu plus de sorcières qui furent brûlées parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autorité ecclésiastique, il n'y avait pas d'église. Et donc, le pire dans l'histoire, c'est que dans le bouquin, notamment ce qu'on peut lire de Marion Sigaud, il y aurait eu la majorité du peuple français qui aurait fait, en fait, qui aurait suivi une forme de religion animiste. Alors, je vois pas trop de quoi elle voulait parler par animiste, parce que animiste, ça veut pas dire la relation avec les esprits, notamment. Euh, et la religion catholique, c'est pas vraiment ça, hein, ce que je sache. Euh, et donc, en gros, ces juges qui considéraient que lorsqu'il n'y avait pas eu d'aveu de la part de la personne, ils continuaient la torture. Et ces juges avaient rien de plus que la protection de Dieu au-dessus d'eux. Enfin, ils étaient protégés par Dieu. Il y a eu notamment ces affaires de juges sont passées de la campagne à la ville. Et il y a eu notamment des scandales à l'époque où il y a eu, en fait, il y avait notamment des personnes très haut placées, notamment des femmes qui se disaient possédées par des entités démoniaques. Et elles accusaient des fois des personnes plus hautes placées qu'elles, notamment, voilà. Euh, et c'est à ce moment-là que les juges ont commencé à se dire qu'ils ont commencé à aller chez les personnes nanties et très élitistes. Et, et donc elles ne savaient rien faire puisqu'elles avaient tout le pouvoir de la Compagnie du Saint-Sacrement. Et donc Louis XIV, il s'est dit que ça suffisait maintenant, ces histoires. Et alors il a mis un terme à ces monstruosités. Et c'est en 1682 qu'il a rédigé un édit qui, qui disait en fait que la sorcellerie, c'était un délit d'exploitation de l'ignorance. Voilà. Chapitre 6. Alors, c'est les grands jours d'Auvergne. Alors, ça suit cette histoire avec les sorcières. Et donc c'était très difficile de révoquer ces juges, notamment le choix de ces juges n'était même pas possible, même pour les gens du gouvernement. C'est notamment Richelieu qui a mis ses commissaires royaux en place, qu'ils appelaient les intendants. Et ce sont, comme on a pu le lire dans le titre, ce sont les notables, les gens très fortunés auvergnats qui ont fait une tyrannie. Les paysans, juste pour avoir demandé justice, ils étaient conduits à la ruine. Il y a même certaines familles qui étaient très sadiques envers ces paysans. Il y a eu notamment beaucoup
d'exaction de ces notables. Par exemple, ils pouvaient prendre l'aumône des pauvres. Ils prenaient l'aumône des pauvres, ces gens-là. Et donc, ces pauvres étaient réduits à la mendicité. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que Louis XIV s'est dit, maintenant, je vais imposer la loi commune par rapport à la loi locale, ce qui va faire que cela va punir les forts et cela va défendre alors les faibles. Et c'est ça qu'on appelle les grands jours, qui sont des grands tribunaux royaux. Et chapitre 7, alors là, Marion Sigaud parle de l'hôpital général. Donc, en fait, il y a eu les magistrats du grand jour, qui sont ces tribunaux royaux, qui créèrent cet hôpital général. Au départ, c'était juste pour recevoir les pauvres. Les pauvres qui, nous l'oublions pas, ont été dans les villes, notamment avec la Fronde au XVIIe siècle. Et être un mendiant, c'était considéré comme un délit. En fait, la Compagnie du Saint-Sacrement avait notamment à l'époque fait le souhait de procurer notamment du soulagement aux mendiants, mais malheureusement, il y avait la saisie de l'outil de travail par notamment les magistrats corrompus, et en plus, personne ne pouvait écrire sur cet établissement sans son autorisation, et cette institution était assez totalitaire puisqu'elle absorba, elle était assez monopolistique, les autres établissements avant elle. Et donc, comme j'ai pu le parler, comme j'ai pu en discuter précédemment, il y a eu l'invention d'un délit de pauvreté. Cela veut dire qu'on ne pouvait, par exemple, plus mendier. Et donc, c'est un peu une mouvance anti-humaniste. En donnant l'aumône, on pouvait avoir des amendes, et même en donnant refuge à un mendiant. Et donc, il y a eu notamment à l'hôpital général une volonté de mettre les fainéants au travail. Donc, ils ont créé des manufactures. Et ces manufactures produisaient des produits qui étaient évidemment seulement pour l'établissement en question. Mais évidemment, à chaque fois, les enfermés ne voulaient pas travailler. Donc, cela n'a jamais été rentable pour cette institution. Puis dans le chapitre 8, ça s'appelle le satanisme. Donc voilà, avec l'affaire des poisons. Alors cette affaire des poisons, il y a eu notamment la connivence entre la marquise de Brinvilliers avec les juges. C'était une femme assez bizarre puisqu'elle a notamment fait des genres de soupes comme ça avec de l'arsenic. Alors Louis XIV a créé un tribunal de 12 juges et notamment il y a eu notamment le secret qui fut demandé aux juges concernant ces affaires. Et Louis XIV voulait punir avec la plus grande fermeté ces, ces personnes. Il n'y avait pas de protection ni de passe-droit, même pour les plus hautes personnalités. Il y a eu notamment des histoires de filtres, notamment Madame de Montespan, qui se serait sacrifiée pour des rites satanistes. Et donc ces filtres, c'était pour rentrer en grâce, auprès du roi notamment. Puis il y a eu la Régnie, et donc qui a fait notamment des enquêtes
euh, des enquêtes qui montraient qu'il y avait eu énormément d'enlèvements d'enfants, enlèvements d'enfants qui euh, étaient ces enfants envoyés à des personnes quand même de haut rang. Et donc, elle s'est rendue compte que ces enfants qui allaient être destinés à des personnes très hautes placées étaient soit offerts en sacrifice sanglant, soit voilà étaient sacrifiés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du compte, Louis XIV n'a pas su faire face à ce danger parce qu'il était beaucoup trop grand et beaucoup trop puissant, et donc il a dû capituler face aux forces démoniaques. Puis alors au chapitre 9, alors Marion Sigaud parle notamment de la Régence, donc après Louis XIV, mort de Louis XIV qui a eu lieu le 1er septembre 1715. Alors Louis XV était son arrière-petit-fils, il n'avait que 5 ans, et donc il y a eu cette régence notamment qui a été faite par Philippe d'Orléans. Et donc, ce Philippe d'Orléans a permis en fait de rendre au Parlement de Paris le droit de remontrance. Il a notamment convoqué un certain John Law, qui était un économiste écossais, qui disait que ce qui faisait que l'économie était dans un mauvais état, c'est qu'elle était subjuguée aux métaux précieux. Et donc, à la place, il faudrait faire circuler beaucoup plus de papier-monnaie. Et donc, ce qui créa une spéculation, notamment à Paris, ça créa une forme d'anarchie. Et c'était un peu la société de l'argent facile. Ce qui se passait, c'est que c'était pas seulement dans Paris, mais c'était dans toute la France. Il y avait eu des archers qui se sont emparés d'enfants, de jeunes filles. Et c'est là qu'il y a eu une révolte des parents. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à Marseille un navire qui venait du Moyen-Orient et qui a apporté des cargaisons d'étoffes. Mais puisque le capitalisme débridé était là, il n'y avait pas notamment la quarantaine, mais aussi l'analyse des produits qui venaient. Ce qui se passait, c'est qu'il y a donc eu une peste qui s'abattit sur la ville de Marseille, et donc Marseille a perdu un tiers de ses habitants. Et donc en plus, le régent a dû faire face à une conspiration de sa propre famille, qui voulait le renverser au profit de l'Espagne. Euh, et donc l'autorité royale du régent était vraiment très mise à mal. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc cette secte toute puissante en face du régent, qui est donc passée de but théologique à politique. Alors après, il y a eu, notamment dans le chapitre 10, il parle du nouveau jansénisme. Donc, il y a nommé son ancien précepteur, Louis XV. Donc, Louis XV a nommé son ancien précepteur Hercule de Fleury, qui était un ancien évêque. Euh, il a donc essayé de faire comme il pouvait avec l'affaire du jansénisme. Donc, ce qu'il a fait, c'est que le jansénisme considérait que les laïcs pouvaient avoir de l'influence dans les affaires religieuses. Il y a eu notamment une bulle pontificale qui s'appelait Unigenitus, qui disait que, qui condamnait notamment tout ce qui était relatif au jansénisme. Cela veut dire que non seulement c'était plus une question d'église, mais c'était une question avec cette bulle d'affaires d'État. Et donc ces jansénistes devaient prouver, voilà, que Dieu était de leur côté. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu toutes ces histoires de miracles. Et donc ce qui s'est passé, euh, il y a eu un certain diacre de Paris qui a voulu faire une genre de vie simple. Il a voulu vraiment vivre une vie simple. Et donc il a voulu
ben, il a beaucoup souffert durant sa vie. Et donc, il est mort assez jeune. Et donc, il y a une bonne femme qui s'est rendue sur le cimetière de sa mort. Euh, il, le- il a vécu une vie tellement compliquée, ce diacre, que il est mort à 37 ans. Et donc, cette femme était atteinte de paralysie générale. Elle s'est rendue sur la tombe de ce diacre. Et tout d'un coup, elle s'est sentie revigorée. Et après ça, il y a eu d'autres miracles. Et c'est comme cela qu'il y a eu ce qu'on appelait la cour des miracles, qui existait déjà depuis le siècle précédent, faisant croire qu'on était malade, mais finalement, tout d'un coup, il y avait un miracle qui arrivait. Et donc, la police, en voyant que c'était des supercheries, a commencé à arrêter ces convulsionnaires parce qu'il y a même eu des gens qui avaient même des genres de cours pour convulser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les magistrats ont dit que c'était stop maintenant, que ça allait trop loin, ces histoires. Et donc, ils ont pris de la distance par rapport à ces gens-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait soit les gens reconnaissaient qu'ils ont été trop loin, soit ils étaient envoyés à l'hôpital général. C'est comme ça que ça s'est terminé, cette histoire. Alors, au chapitre 11, il y a cette histoire de la guerre des juges contre l'Église. Donc, il y a eu euh, l'archevêque en question a expliqué que la secte, notamment des juges, a mis en place ce qu'ils appelaient les billets de confession. Euh, et c'était cette histoire d'absolution, on avait déjà parlé de ça là tout à l'heure, et c'était pour connaître l'identité de la personne qui allait recevoir l'absolution. Et donc il s'est dit, l'archevêque, mais pourquoi on ne ferait pas ça avec les adeptes de la secte? Et donc c'est comme ça qu'il y a eu la guerre des juges. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les juges ont mené une genre de fronde, euh, et ils ne voulaient surtout pas qu'ils sachent ce qui se passe dans cet établissement. Et donc, et donc ce qui s'est passé concernant cet hôpital général, c'est qu'il y a eu un nouveau règlement pour essayer d'arrêter toutes les magouilles qu'il y avait dans cet hôpital. Et donc, ils se sont déchaînés contre l'Église. Et ces juges-là ont voulu condamner notamment les prêtres à l'exil, voire aux galères. Et en plus, ils ne pouvaient pas condamner librement cet établissement de l'hôpital général. Et l'épiscopat français a refusé jusqu'au bout ces histoires d'extrémité et continuait de condamner le jansénisme en expliquant que c'était une hérésie. Puis alors nous arrivons au chapitre 12. C'est donc le supplice de Damien. Alors ce qui s'est passé, c'est que François Damien, il a été copain avec les jansénistes, notamment avec cette opposition, euh, et tout le monde a essayé de condamner Damien en expliquant que c'était une motivation politico-religieuse. Damien qui a essayé de tuer le roi, et les juges n'ont pas considéré qu'il aurait pu agir pour des raisons personnelles. Et donc, tous ces gens-là qui ont essayé de condamner Damien étaient notamment des gens nobles, voire de la franc-maçonnerie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il allait être écartelé, brûlé, écartelé, démembré. Et donc, le roi a préféré peut-être dire, voilà, que si on étranglait Damien, ça c'est ce que Louis XV disait, il souffrirait moins
parce que les juges voulaient une mort lente et douloureuse, tandis que le roi voulait que sa mort soit la plus rapide possible. Mais Louis XV n'avait, comme quoi, il n'avait pas tous les pouvoirs, ne pouvait pas épargner la torture que les juges allaient faire subir à ce Damien. Donc, c'était vraiment des magistrats sadiques. Et d'un autre côté, il y avait un roi qui était tenu en chantage par ces mêmes juges. Voilà. Donc, parce que ce Damien, voilà, c'est une histoire assez compliquée. Voilà. Euh, et puis alors là, on parle dans le chapitre 13 de Voltaire. Voltaire, par exemple, considérait que la peine de mort ne servait pas à quelque chose, parce que il voulait justifier les pires supplices, parce que ça servait à quelque chose, selon Voltaire. Voltaire se disait le défenseur de la liberté d'expression, mais c'était totalement faux, puisque au contraire, il voulait euh, faire que tous les gens soient réduits au silence. Et les défenseurs de Voltaire disent encore et toujours qu'il ne faut pas juger Voltaire sur son caractère, mais sur ses œuvres. Mais évidemment, ses œuvres reflètent son caractère, donc c'est quand même important. Dans Candide, il dénonça l'esclavage, notamment, il était très raciste, Voltaire, puisque dans ce bouquin de Candide, il expliqua notamment que les Africains, notamment, vendaient leurs propres enfants à des Blancs. Et Voltaire disait notamment que les Noirs pensaient que les Blancs étaient supérieurs, ce qui est complètement faux et ce qui est complètement stupide, et ça prouve bien que Voltaire était un énorme raciste. Euh, et donc Voltaire, dans son livre de Candide, notamment, il déniait l'Africain à une forme d'humanité. Et donc Voltaire, comme il y a eu notamment dans le passage de Candide, où il y a une mère qui a voulu vendre son fils aux esclavagistes blancs. Et donc, c'est vraiment dégueulasse la vision que Voltaire avait des Africains. Et c'est vraiment très condamnable. Et en plus de cela, il a déshumanisé les Indiens et les Jésuites. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pourtant, les Jésuites se sont battus pour défendre les Guaranis, je suppose que ça doit être les Amérindiens, euh, jésuites qui sont morts au coup des esclavagistes, en fait. Puis ensuite, Voltaire a dit des conneries à propos de Damien, notamment avec sa confession. Voltaire est un grand mythomane, euh, notamment pour lui, les émeutes qu'il y a eu à Paris. Pour lui, les émeutes du peuple, ça n'existait pas. Pour Voltaire. Euh, alors après, on a le chapitre 15 qui parle de l'encyclopédie. Alors, les gens qui ont voulu écrire cette encyclopédie étaient des grands maîtres de la franc-maçonnerie, qui ont voulu créer une forme de grand dictionnaire des connaissances. C'est le fameux chevalier de Ramsay qui voulait propager la franc-maçonnerie en France. Euh, et donc, ces gens-là disaient que oui, étant donné que l'Église interdisait aux pauvres de travailler plus, elle faisait preuve d'inhumanité puisque elle leur privait en fait de pouvoir gagner plus d'argent. Euh, et en plus, ces mêmes gens-là dans l'encyclopédie expliquaient bien que d'un autre côté, ils faisaient travailler les pauvres le dimanche, mais leur interdisaient de pouvoir s'amuser. Ils avaient déjà des corvées, les paysans, et c'était déjà très compliqué pour eux à l'époque. Euh, et donc, en gros, ces encyclopédistes voulaient en fait remplacer les Africains esclaves. Ils voulaient en fait remplacer les Africains esclaves euh, par des mendiants et des enfants, notamment
de l'hôpital général. Et donc, ces gens-là, ces encyclopédistes, si ces personnes-là refusaient de travailler, alors ils voulaient, ces encyclopédistes, les exporter dans les colonies. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les jansénistes et les anticléricaux qui ont détruit les jésuites. Et donc, Voltaire, et notamment Rousseau aussi, ont voulu arrêter l'instruction publique pour le peuple. Et donc, il y a eu, comme les jansénistes, comme les protestants, une forme de séparation entre les élites et le peuple, entre ce qu'ils appelaient les élus et les autres. Et les jésuites n'étant plus là, malheureusement, le libéralisme va prendre l'ensemble de la société. Parce que les jésuites, au moins, protégeaient le peuple de ce capitalisme sauvage. Alors au chapitre 15, alors Louis XVI, il n'avait que 20 ans à cette époque, et donc il nomma Turgot contrôleur général des finances. Il voulut lever toutes les entraves au commerce. Il a voulu aussi arrêter, enfin plutôt imposer la loi du marché. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'en levant toutes les entraves au commerce, euh, les prix, euh, les prix ont commencé à filer. Et ce même Turgot, un peu comme Voltaire, considérait que il fallait s'en foutre en fait du peuple. Et donc lui-même, il avait vidé tous les greniers à blé. Et il y a eu notamment des gens qui ont commencé à menacer les meuniers avec des bâtons. Ah oui, ceux qui voulaient en fait, c'était en fait que les meuniers ne pouvaient plus en fait malheureusement. Ah oui, parce que eux, ils refusaient de céder leurs marchandises à un certain prix, et Turgot ne l'entendait pas de la même oreille. Turgot voulait seulement le prix du marché. Et donc, pour contenir ce peuple, Turgot avait voulu mettre en place l'atelier de charité. Et donc, ça a été à peu près ce qui se passait avec les manufactures dans l'hôpital général. C'était pour faire travailler les gens qui ne voulaient pas travailler pour ces crapules. Euh, voilà, pour payer leur pitance. Puis un certain monsieur de la Tour du Pin. Alors, je ne pense pas que c'est le même qui était notamment qui a écrit au 19e siècle ou de la même famille que lui les corporations de métier. C'était un intendant. Et donc le peuple voulait taxer les prix. Alors on pourrait se dire c'est quand même bizarre qu'ils veulent encore augmenter les prix, mais à l'époque taxer les prix, parce qu'aujourd'hui malheureusement le terme a été galvaudé. Taxer les prix, ça voulait dire en fait fixer les prix. Et Turgot, tout comme notamment il y a eu l'interview avec Marion Sigaud où elle avait expliqué que Robespierre aussi, tout comme Turgot, voulait le travail obligatoire pour les enfants. En plus de cela, non seulement il menaçait Turgot, les meuniers avec des bâtons, mais maintenant en plus il mobilisait l'armée pour protéger ses convois de grains. Et en plus les gens étaient passifs de peine de mort. Et dans le chapitre 16, avec la fin de l'Ancien Régime, Turgot a finalement, enfin, a été démis de ses fonctions et Louis XVI a remis les corporations de métier. Euh, Qu'est-ce que je raconte? Turgot donc a aboli les corporations métiers, les jurandes et les maîtrises, et aussi la liberté de travail. Et c'est lorsque Louis XVI a mis Turgot dehors que, au mois d'août, le roi a rétabli la corvée, les corporations et la police des grains. Et malheureusement, les idées nouvelles, notamment des encyclopédistes, se sont propagées, et donc l'Église ne savait plus rien faire. Voilà, c'était un bouquin très intéressant. Alors, ce bouquin, alors la critique générale que je peux faire de ce bouquin, c'est je trouve assez intéressant puisque
Le livre a des chapitres très courts, mais ça parle de sujets assez variés, ça fait des liens avec tel ou tel chapitre. Moi, je dirais que chaque chapitre, c'est un genre d'article. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est plus de la vulgarisation pour les gens qui ne connaissent pas très bien cette époque, qui ne connaissent pas très bien cette époque. Et je pense que Marion Sigaud a fait un très bon travail de vulgarisation. Et voilà, je trouve que au lieu parce qu'on aurait pu aussi avoir un genre de mémoire à 400-500 pages, mais là, je pense que 120 pages, c'est très bien. Et notamment, c'est très bien écrit. Et voilà. Donc, bravo à Marion Sigaud pour ce travail titanesque. Et voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté pour mon analyse du bouquin. À très bientôt pour une prochaine vidéo.